Nous avons vu que l'analyse en composantes principales est une technique d'analyse statistique multivariée. Elle est purement descriptive ou exploratoire. Il s'agit essentiellement de réduire la dimension d'un problème, la taille des données, le nombre de variables. L'analyse en composantes principales y procède en construisant des combinaisons linéaires des variables initiales, tout en maximisant la variance capturée par chaque composante principale à chaque étape de l'extraction. Alors, il y a une autre façon de penser le problème. Si on imagine que les variables initiales, et par exemple ici, ces variables sont les caractéristiques mesurées chez les participants lors d'une enquête portant sur la consommation de vin. On a mesuré le prestige de la boisson alcoolisée, son arôme, la marque du fabricant, le taux d'alcool, le prix, la quantité de vin contenue dans une bouteille, l'ancienneté et le goût du vin. Vous savez par exemple que certains consommateurs de vin attachent de l'importance à l'ancienneté, au goût. Eh bien, on pourrait émettre ici une hypothèse qu'en réalité, ces variables sont des manifestations d'un certain nombre de dimensions, de facteurs, de variables cachées, des dimensions qui n'apparaissent pas dans la base de données, mais qui se manifestent à travers les caractéristiques observées, le prestige, l'arôme, la marque, l'alcool, le prix, la quantité, l'ancienneté, le goût. Et plus concrètement, lorsqu'on a posé la question aux participants de dire, sur une échelle de Likert, de 1 à 5, leur sentiment vis-à-vis de l'importance du prix ou de l'ancienneté pour un vin donné, le score fourni par le participant peut s'expliquer par des dimensions cachées. On peut imaginer que un participant qui accorde beaucoup d'importance à la quantité de vin et au prix, et peut-être aussi au taux d'alcool, est un consommateur qui est plus sensible à la consommation même qu'au prestige de la boisson alcoolisée. Vous savez, les grands buveurs qui ne sont pas forcément très riches et qui auront donc peut-être tendance à accorder plus d'importance au prix. Il ne faut pas que ce soit trop cher puisqu'il faut en acheter beaucoup. Et si c'est le cas, eh bien, on peut imaginer que ces variables, taux d'alcool, prix, quantité, traduisent un certain comportement latent, comportement qui n'est pas directement mesuré, mais qui se traduirait par les scores obtenus sur ces items, n'est-ce pas? Peut-être, je dis peut-être, c'est une hypothèse et c'est le propre de l'analyse factorielle de tester de telles hypothèses, de voir s'il existe a priori, pour la base de données disponible, des variables non mesurées qui se manifestent à travers les variables effectivement mesurées. Alors, cela soulève plusieurs questions. Combien y a-t-il de ces variables non mesurées, de ces facteurs latents? Quelle est la nature de ces facteurs? Sont-ils corrélés? Sont-ils associés? Y a-t-il une certaine dépendance entre les facteurs cachés? Et si oui, quelle est la structure de ces dépendances? Et c'est ce que nous allons faire ici. Alors, il y a deux types d'analyse factorielle. Analyse factorielle exploratoire, où il s'agit simplement d'explorer, et qui est très proche de l'analyse en composantes principales, ou l'analyse factorielle confirmatoire, qui tente de déterminer si la structure factorielle sous-jacente, telle que postulée par le chercheur, est vraisemblable, est légitime, à un seuil de signification, disons au seuil 5%. Pour faire une analyse factorielle sur les données que voici, nous allons dans Analyse, et comme en analyse en composantes principales, nous choisissons Facteur. Nous faisons une analyse factorielle sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 variables. Dans Descriptive, nous allons demander, comme d'habitude, les statistiques univariées, moyenne, écart type, taille d'échantillon, les coefficients de la matrice des corrélations, les niveaux de signification, les p-values de ces coefficients de corrélation, le déterminant de la matrice des corrélations, l'indice KMO et le test de Bartlett de spéricité, dont on espère qu'il sera supérieur à 0,6 ou 0,7 pour dire que notre échantillon est relativement adéquat pour y mener une analyse factorielle. Nous allons aussi demander la matrice anti-image des corrélations, sur la diagonale de laquelle se trouvent les indices KMO pour chaque variable. Cela permettra de savoir si chaque variable possède les propriétés souhaitées pour une analyse factorielle. N'est-ce pas? Donc, un indice KMO pour toutes les variables, collectivement, et des indices KMO pour les variables prises individuellement. Continue. Alors, dans Extraction, vous vous souvenez que nous avons gardé l'option Principal Component dans le cas de l'analyse en composantes principales. Et puisque nous faisons une analyse factorielle, eh bien, nous allons choisir une autre option. Et SPSS nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 options
6 façons de mener cette analyse et je ne vous cache pas que les plus utilisées sont la méthode des moyennes carrées non pondérées, la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode factorielle des axes principaux. Alors, on pourrait vous parler des forces et des limites de chacune de ces méthodes. Il faut dire que la méthode du maximum de vraisemblance est très intéressante, mais brièvement, disons que la méthode du maximum de vraisemblance est une méthode itérative qui cherche une solution factorielle laquelle maximise la probabilité que le modèle estimé soit compatible avec les données de l'échantillon. Alors, je sais que c'est un peu technique, mais il faut surtout retenir que cette méthode suppose que les données sont à peu près normalement distribuées. L'hypothèse de normalité est donc une condition, on va dire, plus ou moins rigide à l'application de la méthode du maximum de vraisemblance. Si la distribution n'est pas normale, disons si les données sont très asymétriques, cette méthode pourrait produire des résultats sévèrement biaisés. Quand les variables à l'étude ne sont pas normalement distribuées ou présentent une asymétrie assez prononcée, il faut utiliser une autre méthode. Et par exemple, la méthode des moyennes carrées non pondérées, cette méthode a l'avantage de produire des résultats satisfaisants en l'absence de l'hypothèse de normalité et se prête bien à des données qui sont mesurées sur une échelle ordinale, comme c'est le cas ici. Le PAF, le Principal Axis Factoring, a aussi les caractéristiques de la méthode du maximum de vraisemblance. Toutes deux utilisent des régressions linéaires pour extraire ce qu'on a appelé les communalités initiales, qui sont les variances partagées par les variables de l'étude. J'hésite. Est-ce qu'il faut faire... Allons-y avec le Principal Axis Factoring. On a la matrice des corrélations. On va aussi demander le scree plot. Alors, notre hypothèse, c'est qu'il existe deux dimensions cachées qui se manifestent à travers ces 8 variables. Alors, c'est une hypothèse, bien sûr, qu'il faudra alors vérifier, n'est-ce pas? Qu'il faudra tester pour ainsi dire. Alors, je vais changer le nombre d'itérations jusqu'à la convergence à 100 pour être sûr que la solution trouvée est aussi proche que possible de celle attendue. Je fais continue. Dans rotation, nous pourrons faire une rotation varimax qui, on l'a dit, lors de l'analyse en composantes principales, suppose que les facteurs sont indépendants, qu'il n'y a pas de corrélation entre les facteurs. Or, nous n'avons aucune raison de penser que c'est le cas. Il y a peut-être une association et un certain degré de relation entre les deux dimensions que nous avons postulées et manifestées à travers ces 8 variables. Peut-être. Alors, si c'est le cas, si nous pensons qu'une telle corrélation peut exister, alors nous choisissons Oblimin. Continue. On va demander les scores et la matrice des coefficients. Continue. Dans Options, comme on l'a fait en analyse en composantes principales, nous allons ranger par ordre croissant pour favoriser la lecture, l'interprétation des facteurs. Et on va aussi supprimer tous les coefficients inférieurs à, disons, 0,5. Je fais continue et OK. Alors, le premier tableau est celui des statistiques descriptives, moyenne, écart type et taille des échantillons. Et la matrice des corrélations, jusque-là, pas de différence avec l'analyse en composantes principales. On a beaucoup de coefficients significatifs au seuil de 5%. La structure des corrélations entre les variables initiales du problème indique que cette analyse factorielle est peut-être légitime. Le déterminant de la matrice vaut 0,005. Il n'est pas égal à 0. C'est bien, c'est une bonne chose. Il n'est pas non plus égal à 1. C'est très bien. Le test de Bartlett, qui regarde pour voir si la matrice des corrélations coïncide avec la matrice unité, a une p-value égale à 0,000, qui est inférieure à 5%. Et il faut donc rejeter l'hypothèse nulle que la matrice des corrélations est égale à la matrice unité et accepter l'alternative qu'elle n'est pas égale à la matrice unité et que par conséquent, il y a au moins une corrélation significative entre deux quelconques des variables du problème. Le paramètre d'adéquation de l'échantillon vaut 0,738. On peut donc dire que notre échantillon possède les propriétés requises pour une analyse factorielle. Et d'ailleurs, la matrice des corrélations anti-image montre sur la diagonale principale des coefficients KMO qui sont, je crois, acceptables. Pour le taux d'alcool, on a un coefficient de 0,545 qui pourrait peut-être poser quelques problèmes, mais dans l'ensemble, toutes les variables sont légitimes pour cette analyse factorielle. Alors, ici commence la rupture, j'allais dire fondamentale, entre l'analyse en composantes principales et l'analyse factorielle à proprement parler. On se souvient que dans l'analyse en composantes principales, les communalités initiales étaient toutes égales à 1. Et parce qu'on cherchait à extraire des facteurs des composantes en décomposant la variance totale des variables initiales. Toute l'information était analysée. On avait 100% d'informations dans le prestige, 100% d'informations dans la Rome,
100% d'informations dans l'alcool, n'est-ce pas? L'analyse en composante principale prend toutes ces informations, décompose la variance et en extrait des facteurs et en maximisant au mieux qu'elle peut l'information que chaque composante principale peut capturer. L'analyse factorielle ne s'intéresse qu'à la variance partagée par les variables. Et c'est pourquoi, initialement, on nous dit, alors que la variable prestige contient 100% de variance, en réalité, 72,8% de cette variance est partagée par l'arôme, par la marque du fabricant, par le taux d'alcool, par le prix, la quantité, l'ancienneté du vin et le goût du vin. On a 42,5% de la variance totale de la variable prix qui est expliquée par toutes les autres variables. 91,4% de la variable goût est expliquée par toutes les autres variables. Ce sont les communalités initiales, ce sont les variances partagées et c'est sur la base de ces variances que l'analyse factorielle va procéder pour extraire les dimensions cachées. On voit qu'après extraction, 69,7% de la variance partagée s'explique par les facteurs retenus. Alors, vous vous souvenez que nous avons retenu deux facteurs, comme le montre le tableau qui va suivre. 57,6% de la variance partagée par la variable arôme avec les autres variables peut s'expliquer par les deux facteurs retenus, etc. Les communalités du taux d'alcool et de la quantité d'alcool après extraction semblent poser quelques problèmes. Ces communalités sont relativement faibles par rapport aux autres communalités et d'aucuns pourraient penser qu'il faut retirer ces variables de l'étude. Je vais poursuivre avec ces variables, je les garde. Et ce tableau comporte deux parties, comme c'était le cas dans l'analyse en composante principale. En analyse factorielle, la première partie de ce tableau est exactement le tableau qu'on aurait si on avait fait une ACP. Ce qui est différent, c'est la deuxième partie du tableau. On voit par exemple que, avant extraction, initialement, le premier facteur avait une valeur propre, disons une variance de 3,90, ce qui correspond en pourcentage à une variance de 48%, disons 49%, 48,86. Après extraction, le premier facteur a une variance de 3,56, ce qui correspond en pourcentage à 44,5. Et si vous dites, mais pourquoi cette différence? Eh bien, c'est parce que l'analyse factorielle décompose non pas la variance totale, mais la variance commune, la variance partagée. Ce que ne fait pas justement l'analyse en composante principale. Et ce qu'il faut interpréter ici, c'est cette partie, ce sont les résultats après extraction. 44,5% de variance pour le premier facteur. Pour le deuxième facteur, 14,22% de variance, soit au total, cumulativement, disons environ 59% de variance totale partagée par les variables initiales. Ces deux facteurs, à eux seuls, permettent d'expliquer 59% de la variance commune, de la variance partagée. Alors vous avez le script-plot qui montre, je crois, qu'après le deuxième facteur, la pente varie très peu. On pourrait peut-être choisir 3 facteurs. Nous avons retenu 2 facteurs. Et on pourra revenir et augmenter pour un troisième facteur si la solution retenue n'est pas satisfaisante. Alors, regardons la matrice structurelle pour voir comment les poids factoriels, les loadings, sont distribués après rotation au Blemine. Donc, en supposant que les facteurs sont corrélés, du moins ont un certain degré de corrélation ou d'association, on voit que la première dimension est bien corrélée avec le goût, l'ancienneté, le prestige, la marque du fabricant et l'arôme, tandis que le deuxième facteur s'associe plus avec le prix et la quantité. Vous voyez que la variable taux d'alcool n'apparaît pas dans la structure factorielle. Ce n'est pas surprenant, puisque la communalité initiale du taux d'alcool était de 24,1%. Après extraction, elle est de 22%. Le logiciel a jugé que 22% d'informations de la variable taux d'alcool capturée par les deux facteurs, ce n'était pas très satisfaisant. Il y a donc exclu. Mais pour être vrai, pour être franc, je dois dire que le poids factoriel de cette variable n'apparaît pas parce que nous avons demandé à SPSS de couper tous les coefficients qui sont inférieurs à 0,5. Alors si on change le seuil à 0,4 ou 0,3, on pourrait voir apparaître le taux d'alcool. D'ailleurs, je vais le faire. Je veux voir si le taux d'alcool est plus lié à la deuxième dimension qu'à la première. Juste pour vérifier. OK? Option 45. On voit donc que le taux d'alcool, même s'il n'est pas très fortement associé à la deuxième dimension, est plus associé à la deuxième dimension qu'à la première dimension. On peut donc ajouter l'alcool au prix et à la quantité dans la liste des manifestations du deuxième facteur latent.
Et nous pouvons maintenant fournir une interprétation de ces facteurs. Vous voyez que le premier facteur, qui se manifeste par le goût, l'ancienneté, le prestige, la marque du fabricant, l'arôme, traduit ou semble traduire ce que certains appelleraient un comportement de dégustateur. D'accord, des gens qui ne se contentent pas, n'est-ce pas, de boire, de s'enivrer de vin, mais qui apprécient le goût, l'ancienneté, le prestige, l'arôme, etc. Nous pensons que c'est une dimension latente, c'est un comportement psychologique qui n'est pas manifesté directement, qui expliquerait pourquoi les participants ont donné les scores pour le goût, l'ancienneté, le prestige, etc. Tous les participants qui ont donné un score élevé pour le goût, l'ancienneté, le prestige, c'est en réalité des gens qui ont ce comportement de dégustateur, mais qui n'est pas manifesté, n'est-ce pas? De même, on peut penser le deuxième facteur comme une variable, une dimension qui traduirait un comportement de buveur. Je bois d'autant plus que ce qui m'intéresse, c'est la quantité d'alcool, c'est le taux d'alcool et c'est bien sûr le prix. Dégustateur, buveur. Y a-t-il une association entre ces deux types de consommateurs, les dégustateurs et les buveurs? Le coefficient de corrélation calculé entre ces facteurs est de 0,255. Est-il significatif ou ne l'est-il pas? Pour le savoir, nous allons faire un test de corrélation. Alors, je montre que dans la base de données, SPSS a créé deux colonnes qui sont les scores des participants pour les deux facteurs. Je vais renommer ces variables. Le facteur 1, on l'a appelé comportement dégustateur. Et le facteur 2, c'est le comportement buveur. Ces deux comportements sont-ils associés, sont-ils corrélés? SPSS nous dit qu'il y a une corrélation, qu'elle vaut 0,255. Nous voulons savoir si elle est significative. Si elle n'est pas significative, cela voudrait dire que la rotation oblimin n'est pas nécessaire, et c'est-à-dire qu'il faut supposer que les facteurs sont indépendants, et donc faire une rotation varimax. Une rotation varimax. Mais vérifions. Pour faire une analyse de corrélation, on va dans Analyse, Corrélation, Bivariée, puisqu'on a deux variables, et les variables factorielles. J'ai oublié de changer les... je vais changer les labels. Je vais appeler ici dégustateur, buveur, analyse, correlate, bivarié, dégustateur, buveur. Je vais demander les corrélations de Pearson et de Spearman. Le test de corrélation de Spearman est un test non paramétrique. Au cas où les facteurs ne sont pas normalement distribués, on a un test non paramétrique pour voir si la corrélation est significative ou ne l'est pas. Et puis je fais OK. Nous avons le test de Spearman, test non paramétrique, qui est significatif puisque la p-value est égale à 0,001. L'indice de Pearson est aussi significatif au seuil de 5% puisque la p-value est égale à 0,002. Ces coefficients de corrélation diffèrent un peu, légèrement, de ceux qui ont été calculés par la rotation oblimin. Mais on a le même ordre de grandeur, 0,255 à 0,294. Donc quelque chose qui varie entre 0,2 et 0,3. On peut donc conclure que la méthode de rotation choisie, oblimin, est légitime, que les facteurs extraits, le comportement du dégustateur et le comportement du buveur, sont statistiquement liés. Finalement, nous avons la matrice des scores qui montre comment calculer chaque facteur à partir des variables initiales. Le premier facteur s'exprime comme une combinaison linéaire de toutes les variables, comme on l'a vu en analyse en composantes principales, et les poids factoriels, les coefficients, les paramètres de la régression, si on peut dire, sont ainsi donnés. Le comportement dégustateur se calcule comme 0,278 fois le prestige, plus 0,115 fois l'arôme, plus 0,146 fois la marque du fabricant, etc. Idem pour le facteur 2. Nous présentons maintenant l'analyse factorielle par la méthode du maximum de vraisemblance. Donc, analyse, facteur, extraction. Choisissons maximum de vraisemblance et retenons deux facteurs. Continue, rotation. Gardons la rotation oblimin. Continue et OK. Je peux vous assurer qu'il n'y a presque pas de différence. Il y a des différences bien sûr, mais elles sont très légères. Et par exemple, au niveau des communalités, le taux d'alcool, qui avait une communalité initiale de 24,1%, après extraction, elle a une communalité de 0,9%.
Selon la méthode du maximum de vraisemblance, il faudrait supprimer cette variable de l'analyse, parce qu'elle, cette variable, est très mal expliquée par ces deux facteurs. Alors, la méthode du maximum de vraisemblance produit un test d'hypothèse pour déterminer si la solution factorielle est adéquate. Nous avons postulé l'existence de deux facteurs, et la méthode fait un test d'hypothèse en utilisant l'indice de Key-2, qui vaut 62,35 avec une p-value égale à 0,000, inférieure à 5%, ce qui indique que la solution factorielle n'est pas adéquate. N'est-ce pas? Parce que l'hypothèse nulle, c'est qu'il existe bien deux facteurs latents sous-jacents à ces données. L'hypothèse alternative, c'est qu'il n'y a pas deux facteurs. Il y a peut-être un facteur, il y a peut-être 3 facteurs, 4 facteurs, on ne sait pas, mais il n'y a pas deux. Il faut donc, si l'on emploie la méthode du maximum de vraisemblance, rejeter l'hypothèse nulle, changer la solution factorielle. Peut-être qu'il y a, vous voyez par exemple que dans la matrice d'en bas, la quantité, le prix et le taux d'alcool sont presque pas corrélés avec aucun des facteurs. Faisons l'hypothèse qu'il y a 3 facteurs. Si vous regardez les communalités après extraction, elles semblent plus satisfaisantes. Il y a toujours le taux d'alcool et la quantité d'alcool qui ont une communalité après extraction égale à 0,32, mais ce qui est beaucoup mieux que la solution à deux facteurs. Le test de la solution factorielle a une p-value égale à 0,075. Elle est supérieure à 5%. Cela veut dire qu'il y a une solution à 3 facteurs, qu'il y a 3 dimensions cachées pour ce problème. Vous avez une première dimension qui capture le goût et l'ancienneté, une deuxième dimension qui est plutôt corrélée avec le prestige, la marque et l'arôme, et une troisième dimension qui s'associe au prix, au taux d'alcool et à la quantité d'alcool. Je vous laisse le soin d'interpréter ces variables. Et dont les scores ont été calculés pour chaque participant et ajoutés à la base de données. Facteur 1, facteur 2, facteur 3.